que nous puissions rester la voie. Pour ces pertinentes interventions dans le domaine juridique et judiciaire, qui aujourd'hui est venu à la rencontre de ce grand public qui est vous composé pour nous édifier autour des décisions qui façonnent notre justice constitutionnelle et interpellent notre démocratie. Il s'appelle Kabengela Yununga Chamari, détenteur d'une licence en droit de l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa Mandaté depuis 1999, ancien membre du Conseil de l'ordre du barreau, au sein duquel il avait assumé les fonctions de doyen, conseil près la Cour pénale internationale et chercheur au Centre de recherche en sciences humaines très sensibles, père professionnel et formateur de plusieurs avocats et magistrats, marié à une magistrate et père de 6 enfants. Puisque c'est de lui qu'il s'agit, Maître Kabengela Yununga Chamari est un procédurier rompu et légaliste. Rompu, oui, on l'a vu et on le voit, surtout dans les grands procès, notamment pénaux, contentieux électoraux, contentieux de constitutionnalité, contentieux de légalité et j'en passe. C'est ici où l'honnêteté nous invite à aviser la mémoire de tous ceux qui sont ici présents et certains procès pilotés par notre hôte dans notre pays. C'est notamment le procès Alamba, dans lequel il a fait acquitter par ses stratégies procédurales et son expertise en matière d'administration de la preuve, c'est lui dont il avait la charge de la preuve. Le procès Chebea et Bazana, lors duquel il a démontré magistralement à l'aide de l'expertise téléphonique la participation criminelle de tous les prévenus ainsi que l'implication des autres personnalités de l'époque. Les contentieux des candidatures et le entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, procès Kamena Sabou dans lequel les hauts cadres de Louis de Tshisekedi, actuellement parti au pouvoir, étaient poursuivis dans le but d'empêcher le chef de l'État actuel d'accéder à la magistrature suprême, un plan qui a été déjoué grâce à la souplesse intellectuelle et l'autre de ce jour. Le récent procès dit de 100 jours, dans lequel il a été applaudi comme artisan de la théorie des pièces contre pièces et le meneur infatigable de la stratégie de la défense, en ce que tous les actes de procédure ont été conçus et rédigés de sa propre main. Procès qui lui a poussé les critiques et attaques dans tous les sens, jusqu'à l'atteindre dans son intégrité physique. J'aurais raté un élément mon mentor, plus été la grâce du Très-Haut. Mais finalement, c'est lui qui avait vu vrai avant et n'a été compris que plus tard. Je suis honoré d'être composé de mon coordinateur, notre Patrick Sassa, qui va avec moi se soumettre à ce débat citoyen. Comme l'on s'est bien dit la modératrice, le maître Samuel Nova, j'ai réfléchi, je suis en train de suivre l'activité judiciaire et particulièrement les activités de la Cour constitutionnelle. Je me suis rendu compte que notre Cour constitutionnelle est en train d'abattre un travail de grande envergure, en train de relever certains défis. Mais dans cet effort de contribuer à l'état de droit, qui est la vocation du pouvoir judiciaire en général, et de la Cour constitutionnelle en particulier, il ne manque pas de bienfaits et de malfaits. La raison de cette conférence, ce n'est pas de critiquer
critiquer ou d'applaudir, sans indiquer la voie qui soit la mieux indiquée à suivre par notre justice congolaise. Raison pour laquelle, ensemble avec les membres de mon cabinet et les confrères qui partagent avec nous la volonté de voir notre justice être administrée de manière harmonieuse, nous avons réfléchi sur le sujet, sur le thème des arrêts controversés de la Cour constitutionnelle, force et faiblesse. Ce sujet nous a amené à passer en revue 3 catégories d'arrêts. La première des catégories, ce sont les arrêts rendus en matière de contrôle et constitutionnalité. La deuxième concerne les arrêts rendus en matière répressive ou pénale. La troisième catégorie, enfin, concerne les arrêts rendus en matière électorale. Abordons la première catégorie. Nous avons choisi 5 arrêts rendus par la Cour constitutionnelle de notre pays en matière de contrôle constitutionnel. Le premier arrêt, il s'agit de l'arrêt R-Const 12/72 du 4 décembre 2020. Cet arrêt est intervenu à la suite d'un recours en inconstitutionnalité dirigé contre un arrêt de la haute cour militaire par un justiciable. Il s'agissait en effet d'une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre un arrêt définitivement rendu au fond. La position de la Cour constitutionnelle nous intéresse. La Cour constitutionnelle, examinant incompétente de connaître de l'exception d'inconstitutionnalité, pensait que, d'après elle, elle n'était pas compétente de connaître de la constitutionnalité des actes juridictionnels. L'acte de l'action de la haute cour militaire étant un acte effectivement juridictionnel. Et le motif invoqué par la Cour constitutionnelle était à son égard que les articles 76 alinéa 5 et 83 alinéa 3 du Code judiciaire militaire seraient abrogés par les articles 160 et 221 de la Constitution. Notre regard à cette position de la Cour constitutionnelle est la suivante. La Cour constitutionnelle avait raison, mais pas totalement. En effet, la raison de la Cour constitutionnelle aurait consisté à déclarer cette requête irrécevable en ce qu'elle était dirigée contre une décision, un acte juridictionnel rendu au fond et de manière définitive. Or, l'exception d'inconstitutionnalité ne peut être, ne doit être soulevée que contre un acte législatif ou réglementaire
applicable dans un procès en cours. Pour avoir dirigé son recours contre une décision définitive rendue au fond, le requérant n'avait pas raison. Mais quand il s'agit maintenant de la position de la Cour, on peut la justifier en ceci que, selon l'ordre de présentation des exceptions en droit judiciaire congolais, vient en premier lieu le moyen lié à la saisine. Le juge est tenu en premier lieu de vérifier sa saisine. Après la vérification de la saisine vient la vérification de la compétence et en troisième lieu vient la vérification de la recevabilité. C'est pourquoi la Cour pouvait être justifiée à s'arrêter à la question utile, parce que je ne suis pas juriste. Néanmoins, quand nous parlons des arrêts contestés, controversés, par exemple, le cas de l'arrêt Aircons 1816, et dans les réseaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les rencontres formelles et informelles, la plupart des gens ont critiqué cet arrêt. Et si je vous ai bien suivi, c'est comme si vous aussi vous êtes parti pas dans le sens que la Cour constitutionnelle a rendu cet arrêt-là. C'est comme si quelque part vous n'aviez pas, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cet arrêt. Qu'adviendrait-il si on continuait avec des arrêts controversés et que là, peut-être se diriger, c'est motivé par la politique? Est-ce que ça ne deviendra pas des jurisprudences et que l'arbitraire peut naître à partir de là? Ma première préoccupation. La deuxième préoccupation. Nous avons suivi ce qui s'est passé au Sénat. Vous avez parlé ici que la loi et la Constitution, parfois, pour permettre à l'évolution de la démocratie, il faudrait sécuriser les anciens présidents de la République. Et là, il fallait le poursuivre peut-être pour des infractions commises lors de leur fonction. Alors, je voudrais comprendre, peut-être avec beaucoup d'autres, est-ce que le Sénat est-il à mesure d'élever les immunités d'un ancien président de la République? Parce que cette immunité-là, ce n'est pas une immunité acquise, ce ne sont pas des immunités acquises par la validation de pouvoir au Sénat. Là, c'est la loi qui accorde ces immunités-là. Voilà un peu ce que je voudrais savoir. Peut-être que, et beaucoup d'autres qui me suivent, aimeraient être éclairés à cette préoccupation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Prendre en compte les éliminatoires de compétences. Le prévenu dénie la compétence de le juger. Et en cas de difficulté d'application des interprétations d'un texte législatif, c'est le Conseil d'État. Parce que les gens parlent toujours pour le Conseil. Le Conseil d'État est habilité dans sa section du contentieux, section consultative, de donner l'interprétation de la loi. Mais la Cour de cassation va formuler une exception de constitutionnalité qui sera dénaturée par la Cour constitutionnelle en requête en interprétation. Déjà, le fait de dénaturer l'objet de la demande, ce n'est pas bon. Et quand on dénature, on devait se rendre compte
que la Cour de cassation n'a pas qualité de demander l'interprétation. Conformément à l'article 161 de la Constitution, ceux qui peuvent demander l'interprétation de la Constitution sont connus. Donc la Cour de cassation n'est pas. Au sujet de l'ancien président de la République, vous savez, j'ai ma lecture, j'ai partage des réflexions. Un ancien président de la République n'est pas sénateur parlementaire. Il n'est pas sénateur parlementaire. Il est sénateur à vie à titre honorifique. J'avance. Un, il ne représente aucune province alors que chaque sénateur doit représenter une province. Deux, il ne fait pas augmenter le nombre des sénateurs parce que la Constitution renvoie la désignation du nombre des sénateurs à la loi. La loi a dit chaque province 4 sénateurs, une province de Kinshasa, 8 sénateurs. Donc l'ancien président n'est nulle part. 3. L'ancien président de la République n'est pas accompagné de des suppléants. Donc il n'est pas sénateur parlementaire. Et il ne fait pas valider, vous l'avez dit, son mandat. Or, le mandat des sénateurs, comme celui des députés nationaux, prend fin à l'installation d'une nouvelle législature. Ce qui n'est pas le cas pour les sénateurs à vie. Donc, il s'agit d'un titre honorifique qu'on devrait le dispenser. Excusez. Vous savez que moi, j'ai été menacé quand j'ai dit que vous n'allez pas faire ça. On m'a dit, tu es intelligent, tu es avocat, tu fais des lettres dans la vie, garde ça chez toi. En Ukraine, en Russie, si tu fais ça, on t'abat, ça sera le cas. Tout simplement parce qu'il faut entrer, le Conseil dit, en vue de résoudre la crise chronique des institutions de leurs animateurs, on a adopté la Constitution. Mais soyons sages pour conserver les acquis constitutionnels. Deux fois, Jésus même de son histoire, et quand il était mort ressuscité, les gens ont compris que c'était véritablement le Fils de Dieu. Mais les gens disent, on ne peut pas dire. Voilà. Présenté l'honorable rapporteur adjoint. C'est elle qui a été invitée. Et là, j'ai trouvé que c'était une conférence des techniciens en matière de droit. Mais quand même, j'ai compris son message qui est clair et que en droit aussi, il y a toujours des ratés. Quand il évoque, par exemple, les arrêts R-Cons 18-16, s'agissant du dossier de Matata Pogno, pour dire que lui aussi a la même lecture que moi. Là, la Cour constitutionnelle, c'est comme si peut-être a été motivée par la politique. J'en ai profité aussi pour poser la question sur la levée des immunités, par exemple, du sénateur à vie, Joseph Kabila. Et là aussi, c'est comme si on a la même lecture que Maître Kabengela. Là où nous disons, on ne peut pas lever les immunités du sénateur parce qu'il n'est pas sénateur parlementaire. Il est sénateur comme titre honorifique. Parce qu'il n'a pas été élu, il n'a pas de circonscription, il n'y a pas validation de son pouvoir. Voilà un peu ce que j'ai retenu. Sinon, c'était une conférence très intéressante. Et j'ai vu que les animateurs du domaine ont posé beaucoup de questions parce que c'était dans leur domaine. Moi, je suis politique et ils sont de droit. Je crois que c'est pour cela qu'ils ont posé beaucoup de questions. Vous tous de la presse, de nous avoir accompagnés dans cette activité citoyenne, d'échange, parce que vous savez, il est toujours dit en droit que le fait précède le droit. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été bien fait ou mal fait, et lorsqu'on en parle, il y a lieu d'orienter les décideurs politiques. À l'issue de ce débat, nous pouvons retenir qu'il y a certaines positions prises par la Cour constitutionnelle
qui mérite d'être salué, mais qui semble être en déphasage avec l'état de notre législation. Cela nécessite à ce que le pouvoir législatif soit attentif aux difficultés que traverse le pouvoir judiciaire par rapport au texte désuet qui l'amène à assumer de fois une compétence résiduelle. Comme le cas que nous avons pris, c'est le cas où le juge constitutionnel dit que même en cas d'absence de recours, où le recours serait déclaré irrécevable ou infondé, le juge électoral ne doit pas se limiter là-bas, il doit continuer avec son pouvoir d'investigation pour se rassurer de la véracité, de la sincérité des scrutins. Cette opposition met la Cour constitutionnelle en difficulté avec le esprit des articles 72 et 74 de la loi électorale. Parce que d'après ces dispositions, lorsqu'il n'y a pas de recours, la juridiction compétente pour proclamer les résultats n'a d'autre tâche que de proclamer. Que les décisions de la CENI soient entachées d'irrégularité ou de non-sincérité, le législateur en a voulu ainsi. Mais avec l'évolution, je ne parle pas de précédent de jurisprudence, mais l'évolution de l'antécédent judiciaire dans le contentieux présidentiel, il est fait invitation au pouvoir législatif de pouvoir adapter le texte et surtout de constater que la loi qui a été déclarée conforme à la Constitution, la loi portant suppression de la peine de travaux forcés, cette loi ayant disparu, je ne pense pas que dans les archives de la Cour suprême de justice, actuellement la Cour constitutionnelle, on ne peut pas trouver les traces. Le Parlement lui-même est invité de rechercher dans ses archives pour trouver les traces de cette loi qui est portée disparue. En l'absence de cette loi, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, toutes les infractions punissables de la peine de mort ou de la peine de travaux forcés sont reversées dans les lots des infractions à l'égard desquelles il n'est prévu aucune sanction. Et par voie de conséquence, c'est le décret du 6 août 1922 qui s'applique, qui malheureusement prévoit des sanctions mineures. Je dis et je remercie. Et particulièrement la déclaration universelle des droits de l'homme. Tous ces conglomérats d'instruments internationaux de droits de l'homme donnent un caractère sacré à la vie humaine. Et comme je l'ai dit, en vertu du principe de la primauté du droit international et du droit international. Donc, normalement, notre gouvernement doit respecter les engagements. Donc, les faits qui dont les maîtres moratoires là, c'est anticonstitutionnel. Donc, on peut attaquer le gouvernement. Bien sûr. C'est comme Maître Kamil l'a dit. De fois, nous devons prendre les différents pour prendre certaines initiatives pour faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, même les codes pénals congolais consacrent la peine de mort. Alors que le législateur doit déjà harmoniser par rapport aux lois que nous avons eu à ratifier sur les peines de mort. Donc, c'est un travail qui revient à nous, intellectuels, nous, avocats, magistrats, juristes, de pouvoir faire ce travail pour demander à ce que l'on puisse conformer la législation congolaise, les lois congolaises par rapport aux instruments juridiques internationaux ratifiés par nous. Merci, on prend la prochaine. Même constitution, on se rend compte, pour les juristes se rendent compte que le constituant a érigé une prescription de l'action publique sui generis, qui fait que tant qu'il est en fonction, le Premier ministre, le président de la République peut être poursuivi pour des faits commis dans et à l'occasion. Cela est corroboré par l'article 7 de la loi portant statut d'ancien président de la République. Et que pour des faits commis en dehors de la fonction, l'article 74
167 de la Constitution donne la possibilité de poursuivre le président de la République ou le Premier ministre à la fin, donc à l'expiration du mandat. Alors là, la Cour constitutionnelle devra être invitée à orienter les débats, suivant la jurisprudence, entre les faits commis en dehors de la fonction avant d'accéder aux fonctions et ceux commis en dehors de la fonction après la cessation de fonction. C'est une distinction importante à établir pour justifier, les cas échéants, l'incompétence de la Cour constitutionnelle de juger un ancien Premier président